Bonjour à tous, nous continuons notre cours de géographie sur les espaces productifs. Donc, dans notre première partie, nous traitons des espaces productifs industriels. Nous avons déjà réalisé une étude de cas qui nous a mené à découvrir le site d'Aéroconstellation à Toulouse et nous allons maintenant aller élargir notre propos à toute la France. Notre paragraphe B s'intitule donc La France, une puissance industrielle en mutation. On va voir les changements qui se sont produits en France dans le domaine de l'industrie. Et on pourra noter cette première information, c'est que notre pays est tout de même la 7e puissance industrielle mondiale. La première chose que nous allons faire, donc il y aura une sous-partie à l'intérieur du paragraphe B, c'est que nous allons travailler sur les facteurs de localisation. Pourquoi les usines sont à tel endroit plutôt qu'à tel autre? Alors autrefois, les usines étaient implantées dans cette zone qui va du Nord-Pas-de-Calais, anciennement, aujourd'hui appelée les Hauts-de-France, en passant par l'Est jusqu'au couloir rhodanien, la vallée du Rhône, avec Lyon et Saint-Étienne. Pourquoi les industries s'étaient localisées à cet endroit-là? Eh bien parce qu'on y trouvait les matières premières nécessaires à la réalisation des produits fabriqués. On y trouvait le charbon qui permettait de entretenir les machines à vapeur, qui permettait d'avoir des usines d'acier notamment, où l'on faisait fondre le fer qui était également produit dans ces régions. Donc on utilisait les régions dans lesquelles il y avait du fer et du charbon pour implanter les industries. On pourrait donc noter dans notre cahier que pendant longtemps, les industries se sont localisées près des matières premières, le charbon ou le fer. Alors voici une carte qui nous montre l'espace industriel français aujourd'hui. On retrouve nos régions d'anciennes industries. On voit qu'elles sont en violet, ça veut dire qu'elles sont en reconversion. On va essayer d'expliquer ça. On retrouve notre vallée du Rhône jusque Saint-Étienne, où on a l'indication grande région industrielle. Et on s'aperçoit que l'on a d'autres régions, comme par exemple ici ce grand arc qui va de la Bretagne jusqu'à l'Italie, ou encore toute la région parisienne, où il y a des industries. Alors, qu'est-ce qui fait que les industries se sont implantées là? Eh bien, aujourd'hui, la matière première, elle n'est plus forcément sur notre territoire, elle vient d'ailleurs, notamment par bateau, donc les ports vont être très intéressants. Et puis, on a besoin de main-d'œuvre hyper qualifiée, avec donc la priorité aux entreprises qui s'installent près des grands centres universitaires, les centres de recherche, et c'est ça qui prime aujourd'hui. De plus, les ouvriers, mais surtout les ingénieurs, cherchent une qualité de vie agréable, donc ils ont envie de vivre plutôt dans la région ouest et la région sud de notre pays. On peut dire qu'aujourd'hui, les industries se localisent surtout près de la main-d'œuvre très qualifiée, des gens comme les ingénieurs qui cherchent un cadre de vie agréable. Le cas de Toulouse est tout à fait révélateur de cette situation. Et puis, bien sûr, une entreprise cherchera toujours à se mettre à proximité des axes de transport qui vont permettre à la fois l'arrivée des matières premières, mais aussi le départ des produits finis vers les lieux de consommation. Au tout début du chapitre, je vous avais fait découvrir cet espace productif industriel. Nous sommes au sud de Lyon, voici l'agglomération lyonnaise, nous sommes dans la ville de Fézin, où il y a des raffineries de pétrole. Alors pourquoi les raffineries de pétrole sont-elles là? Il n'y a pas de pétrole dans le sud de Lyon. Nous avons très peu de pétrole en France, c'est quasiment infime. Mais en fait, le pétrole arrive à Marseille, il remonte par barge le long du Rhône et il va être transformé ici en carburant. Ce carburant va ensuite pouvoir repartir avec les voies de chemin de fer ou les autoroutes. Nous avons aussi à proximité un vaste réservoir de main-d'œuvre, soit de la main-d'œuvre ordinaire, entre guillemets, ou de la main-d'œuvre très qualifiée, des ingénieurs en pétrochimie qui sont formés dans les universités et les écoles de la région de Lyon. Donc ici, on a bien un site industriel qui est déconnecté de la matière première et qui est connecté aux moyens de transport et à la main-d'œuvre qualifiée. Du coup,
comme nos industries ne sont plus dépendantes de la matière première pour s'installer, eh bien, elles se sont dispersées partout dans le territoire. Alors, vous constaterez que sur cette carte en vert, nous avons les espaces peu industrialisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans industrie, mais elles sont moins nombreuses que dans les autres régions. Les deux régions industrielles les plus anciennes et les plus dynamiques sont la région de Paris, celle de Lyon. Celles qui sont anciennes mais pas très dynamiques, on dit en reconversion, elles changent d'activité. Ce sont les régions que nous avons vues au tout début, qui vont donc des Hauts-de-France jusque l'Alsace. Et puis, nous avons une région industrielle nouvelle, récente, qui est plutôt sur les hautes technologies et qui va, comme on l'a dit, de la Bretagne jusque l'Italie. Vous voyez aussi qu'on nous retrouve les grandes métropoles françaises qui sont ici et chacune a un technopole ou une technopole importante qui lui permet d'attirer aussi des investissements, de l'argent qui peut venir de France mais aussi de l'étranger. Les investissements directs de l'étranger sont ici symbolisés par ces petits tirets rouges. Alors, qu'est-ce qui fait que la région parisienne reste la première région industrielle du pays? Bien sûr, par rapport à la population, on va y trouver une main-d'œuvre à la fois nombreuse et aussi très qualifiée. De nombreuses universités, des centres de recherche, des écoles d'ingénieurs vont pourvoyer donc ces gens qui sont très qualifiés dans des domaines pointus. C'est en Île-de-France qu'on va trouver les axes de communication les plus nombreux, les plus variés, puisqu'on a à la fois les autoroutes, les voies de chemin de fer, les aéroports, qui vont connecter les industries au monde entier, soit pour faire venir des matières premières, soit pour exporter nos produits. Et puis, c'est là qu'on va avoir le plus de pôles de compétitivité. On a vu ça aussi au niveau mondial avec Aerospace Valley. Mais vous avez aussi en Île-de-France d'autres pôles de compétitivité, comme ici Systématique, qui est un pôle de compétitivité spécialisé dans les hautes technologies. Vous avez aussi France Finance Innovation, qui est un pôle de compétitivité spécialisé dans tout ce qui concerne les finances. Et puis, je vous ai choisi aussi l'exemple de Medicène, un pôle de compétitivité sur la santé, les médicaments, les vaccins, etc. Donc l'Île-de-France, c'est la première région industrielle du pays. Alors qu'est-ce qui fait que l'arc Bretagne jusque ici Nice est attractif? Alors vous voyez qu'on y trouve une succession de métropoles très importantes, très spécialisées dans les hautes technologies. Je rappelez-vous donc Aerospace Valley, avec le pôle technologie qui englobe la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. On y trouve aussi de nombreuses ZIP, des zones industrielles-portuaires, c'est ici. Vous avez peut-être étudié un exemple en quatrième, qui permettent l'arrivée de matières premières ou le départ des produits par bateau. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Feyzin, dans le sud de Lyon. Le pétrole arrive ici au port de Fos-sur-Mer et ensuite, il est sur des barges qui remontent jusque Lyon. On a aussi l'arrivée de matières premières et des industries qui sont installées dans le port de Saint-Nazaire. Les voies de communication sont aussi nombreuses. Elles permettent de desservir une partie de l'Europe. Et puis actuellement, ces régions sont aussi les régions les plus attractives, celles qui attirent le plus d'habitants. Ils sont attirés par la présence de l'océan ou de la mer, par la possibilité d'un cadre de vie agréable, un climat très doux, très ensoleillé, beaucoup d'activités sportives, culturelles. Donc les villes entre guillemets à la mode, c'est Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes par exemple, elles ont beaucoup de succès. Donc il y a des gens qui viennent s'installer là et les entreprises savent qu'il y a de la main-d'œuvre disponible dans ces régions. Ce que je viens de vous expliquer peut donc se résumer sous cette forme. Les nouvelles régions industrielles dynamiques vont de la Bretagne à la région lyonnaise. On y trouve donc des grandes métropoles avec un cadre de vie attractif, des technopoles comme on a vu pour Toulouse, et puis les axes de transport avec la proximité du bord de mer et leurs ZIP, zones industrielles portuaires.
Alors pour le nord et l'est de la France, la situation est moins agréable, on va dire, puisque ces régions ont connu une crise. Je vous ai mis ici des industries anciennes qui existaient dans le nord de la France, qui étaient les industries d'extraction minière, c'est-à-dire qu'on allait chercher dans le sous-sol le charbon. Pour cela, on installait ici ce qu'on appelait des chevalets, qui permettaient d'installer des engins pour aller forer et ensuite extraire et faire remonter le charbon, la terre, le minerai mélangé, et tout ce qui était inutile, tout ce qui n'était pas utilisé comme terre et comme minerai, était rejeté à côté et formait à force ces collines qu'on voit ici, qu'on appelle les terrils. Très souvent, les premiers chemins de fer ont été installés près de ces industries, de manière à pouvoir envoyer le charbon aux usines qui en avaient le plus besoin. Aujourd'hui, les bâtiments, la plupart du temps, sont abandonnés. Vous voyez ici, on parle de friche industrielle d'ailleurs quand une usine, un hangar ne fonctionne plus et est abandonné. Et on a dans les paysages la trace encore de ces activités industrielles avec donc ces collines qui sont des rejets du charbon. Alors aujourd'hui, ces régions ont essayé de changer leurs activités puisque ça ne fonctionne plus. En France, il n'y a plus d'extraction de charbon. Donc c'était laissé à l'abandon. On va essayer de faire autre chose, de reconvertir les activités. Les terrils sont reboisés, par exemple. Des nouvelles industries sont implantées. Donc ici à Valenciennes, dans le nord de la France, eh bien, une fois les mines fermées, eh bien, par exemple ici, PSA, Peugeot Citroën, est venu installer une usine de boîtes de vitesse. On a fait d'autres choses un petit peu plus originales, comme par exemple ce terril qui a été transformé en piste de ski. Alors c'est une piste synthétique, évidemment, qui s'appelle Loisinor. Donc c'est la plus vaste d'Europe avec 2 téléskis. Deuxième, ou plutôt troisième thématique autour des espaces industriels en mutation en France, est-ce qu'on assiste à une désindustrialisation? Alors, vous savez qu'en France, on sépare les activités en 3, soit les activités de services qui ne produisent rien, soit les activités secondaires industrielles, dont on est en train de parler, soit les activités agricoles. Alors, vous voyez que depuis 1911, les activités industrielles, c'est à peu près un tiers des travailleurs, avec un pic en 1973 à près de 38% des gens qui travaillaient dans le secteur industriel. Et depuis 1973, ce nombre de personnes travaillant dans le secteur industriel n'a fait que baisser. Pourquoi cette baisse? 2 explications que je vous repose. Regardez ici cette carte, c'est une carte des délocalisations. On peut prendre un exemple. À Amiens, nous avions une usine Whirlpool, donc qui fabrique du matériel d'électroménager. Eh bien, l'usine est déplacée vers la Slovaquie, dans l'est de l'Europe. À Villers-la-Montagne, une usine automobile Daewoo est déplacée vers la Chine. On peut trouver d'autres exemples peut-être de choses que vous connaissez. Par exemple, les petites voitures miniatures Majorette qui étaient fabriquées à Rieux-la-Pape vont maintenant être délocalisées, déplacées vers la Thaïlande. Alors pourquoi est-ce qu'on déplace une usine? Eh bien, vous voyez que tous ces pays ont en commun d'être des pays où la population n'est pas très riche. En fait, les salaires sont beaucoup moins élevés, les travailleurs coûtent moins cher. Donc si vous fabriquez une petite voiture Majorette en France, elle va vous coûter un certain prix. Mais si vous la fabriquez en Thaïlande, elle coûtera beaucoup moins cher. Si vous la vendez toujours au même prix, vous allez gagner plus d'argent. Deuxième raison à la désindustrialisation, c'est la transformation du travail. Ces 50 dernières années, on a assisté à une automatisation du travail dans les usines. Aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de travailleurs directs. Je vous parlais de main-d'œuvre très qualifiée. Il nous faut des gens pour travailler sur ces machines, mais sinon, le travail de base, il est fait justement par ces robots. On peut donc résumer les causes de la désindustrialisation ainsi. D'abord, on a fait augmenter la productivité, on produit plus et plus vite avec moins de personnes. Et puis deuxième chose, les délocalisations. Les industries sont déplacées vers des pays étrangers, leur site de production, parce que la main-d'œuvre y est moins chère. Et pour finir, une interrogation. Avec la crise du Covid-19, on s'est aperçu que nos industries dont nous avions énormément besoin
pour nos médicaments ou nos masques, par exemple, sont actuellement à l'étranger, en Chine principalement, et la question se pose de peut-être relocaliser, faire revenir ces entreprises qui sont vraiment essentielles et dont on ne peut pas se passer. Donc peut-être que la désindustrialisation va amorcer un changement dans les prochaines semaines, voire les prochaines années. Voilà, je vous retrouve plus tard. Pour la suite du cours, on passera au secteur agricole. À bientôt!